How do I wake my spirit cold? We always say when our history's told, if only we knew the things we know. There's a question ages old. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième édition spéciale du 7e Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Ce festival, c'est de la photo, mais c'est aussi de la vidéo, qu'il s'agisse de clips ou de courts-métrages. Le festival a commencé mercredi. Depuis, les projections se succèdent et ce soir, je reçois quelqu'un qui filme sous l'eau depuis plus de 15 ans. Jean-Michel Boré, bonsoir. Enchanté, alors vous êtes caméraman, cadreur, réalisateur pour l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Hier soir, votre documentaire « Des requins et des hommes » a été projeté lors d'une soirée consacrée au parc naturel de la mer de Corail. C'est un documentaire inédit que l'on va pouvoir également découvrir sur notre chaîne dans quelques minutes. Jean-Michel, vous êtes allé tourner dans les atolls d'Entrecasteaux. Est-ce que vous pourriez me dire quel était l'objectif de ce tournage ? Ce tournage, comme tous les reportages que je réalise pour l'IRD, a pour vocation, pour objectif de partager avec le plus grand nombre, avec un public très divers, des recherches scientifiques. Ça peut être au laboratoire, ça peut être sur Terre, ça peut être en mer et c'est aussi sous l'eau. Jean-Michel, on n'en dit pas plus et on laisse aux téléspectateurs découvrir votre documentaire. Nous, on se retrouve tout de suite après. Des requins et des hommes, un film de Jean-Michel Boré, c'est tout de suite sur NCTV. Les lagons et récifs du parc naturel de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie font partie des derniers espaces quasi vierges de la planète, des écosystèmes dont le fonctionnement n'a pour ainsi dire pas été altéré par l'action de l'homme. Recélant et accueillant une biodiversité extraordinaire parmi les plus élevées de la planète, ces ensembles coralliens sont parmi les derniers refuges pour les grands prédateurs marins. Le projet APEX, animé par une équipe internationale de biologistes marins, a pour objectif de mieux comprendre l'écologie des requins pour tenter d'enrayer leur déclin. Un déclin observé partout ailleurs dans le monde. Ici, sur les atolls d'Entrecasteaux, en Nouvelle-Calédonie, nous sommes à environ 40 heures de navigation des grandes populations humaines. Et dans ces endroits, on a trouvé des animaux qui ne connaissaient pas l'homme. Les oiseaux, les tortues sont à côté de moi, mais sous l'eau c'est pareil. Et en comparant ces endroits avec des endroits où la présence humaine était forte, comme par exemple à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il manquait 90% des requins. Et ça, c'était très préoccupant et du coup, on a lancé ce nouveau projet APEX dont les objectifs sont doubles. Le premier objectif est d'essayer de comprendre pourquoi ces animaux disparaissent, et notamment en Nouvelle-Calédonie où on ne connaît pas de pêche, je dirais, industrielle aux ailerons de requin, par exemple. Il n'y a pas vraiment de pêche aux requins en Calédonie et pourtant 90% de ces poissons ont disparu. Et le second objectif, c'est un objectif de gestion que l'on fait en collaboration avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est gestionnaire du parc naturel mer de Corail en Nouvelle-Calédonie. Donc essayer d'obtenir de l'information scientifique sur la biologie et l'écologie de ces espèces qui va servir directement à leur gestion. Face à cette situation complexe, plusieurs équipes de scientifiques se sont associées pour tenter d'élucider le mystère de la disparition des requins. Au niveau de l'IRD Nouméa, on a une bonne expertise, une bonne connaissance du milieu sur le parc naturel mer de Corail. Donc nous, on est vraiment basé sur place et on va essayer de gérer tout ce qui est la partie terrain. On a ensuite des équipes de modélisation qui portent le projet avec nous, qui dirigent le projet avec nous à l'Université de Montpellier. Là, on a des écologistes qui font de la théorie et des gros modèles mathématiques
pour justement l'ensemble des données qui vont être collectées, être mis au sein d'un ensemble et voir un petit peu la complexité de tout ça. On a des partenaires ensuite à l'université à Miami qui eux sont plutôt spécialistes des isotopes et c'est une technique qui permet d'étudier en détail l'alimentation des animaux. Donc jusqu'à présent, les connaissances qui étaient disponibles en Nouvelle-Calédonie étaient plus de l'ordre des densités de requins, où est-ce qu'on observe le plus de requins, la distribution géographique. Et donc là, APEX, l'originalité de ce projet, c'est que là, on va essayer de mieux comprendre la dynamique spatiale de ces populations de requins. Quels sont les mouvements entre les grands systèmes, par exemple entre le Grand Lagon Nord et entre Casto. On va essayer de mieux comprendre les interactions trophiques des requins, quels sont leurs habitats d'alimentation préférentiels, par exemple. Et on va également s'intéresser au comportement individuel des animaux, grâce notamment à ces systèmes de caméras embarqués qui vont être équipés de capteurs de température, d'accéléromètres, d'enregistreurs de plongée, qui vont nous permettre de mieux comprendre, mais à une très fine échelle, quel est le rôle, au final, de ces animaux dans les écosystèmes coralliens. On a ensuite des partenaires également à Montpellier, mais à Nouméa aussi en génétique. La génétique va nous permettre de déterminer si les animaux ont une seule population pour tout l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, qui est très vaste, ou bien si en fait on a des petites populations séparées qu'on pourra gérer de manière autonome. Et ensuite on a des spécialistes en Australie de la télémétrie acoustique, donc ce sont les petits émetteurs que l'on met dans le ventre des animaux qui émettent des ultrasons. Okay. Et qui vont être repérés, identifiés par les appareils que l'on place sous l'eau, qui sont des écouteurs en fait. Ces récepteurs acoustiques, positionnés régulièrement au tombant des récifs, vont détecter et enregistrer dans un rayon de 300 mètres les déplacements des requins équipés d'émetteurs. Une fois par an, les scientifiques vont procéder à un échange de récepteurs, une opération permettant la récupération des enregistrements et la mise en place d'un nouvel instrument ayant une année d'autonomie. Dès que le récepteur acoustique est opérationnel, l'étape suivante consiste à capturer, puis à équiper 5 requins d'un émetteur. Des hameçons spécifiques sont utilisés pour cela. Une pointe, l'ardillon, est écrasée pour en faciliter le retrait et ainsi limiter les blessures sur le requin. C'est bon ? Hop, c'est parti. Et là, Lucas. Ouais, non, mais j'attendais. C'est un beau gris en fait. Attention, Boudin, qui ne saute pas dans le bateau. L'animal est mesuré, puis un tag numéroté est clipsé sur sa nageoire dorsale. Ah, 138. Alors commence une série de prélèvements, de peau,
de chair et de sang. Pour le sang, le plus difficile est de trouver la veine. Tout à la base de la nageoire caudale, le long d'une vertèbre, la veine passe au milieu. Il faut aller planter l'aiguille un tout petit peu dans la vertèbre, remonter de 1 mm. C'est à ce moment-là qu'on va trouver la veine et qu'on va pouvoir commencer l'extraction de sang doucement. En prélevant le sang par exemple, on peut avoir une idée de la quantité d'hormones dans le sang du requin. Et donc ça nous donne une idée de son état au moment de la capture. On peut aussi analyser les traceurs chimiques de son alimentation dans le sang, qui va nous donner une idée de son alimentation au cours des dernières semaines. On peut analyser ensuite dans le muscle, cette fois-ci c'est à l'échelle de quelques mois, et ensuite la nageoire va nous donner à l'échelle des années donc le type d'alimentation. Est-ce que le requin va se nourrir plus sur des poissons de lagon ou plutôt vers des poissons du large, tout simplement. Donc là, le sang, il est mis dans un tube d'héparine, qui est en fait un anticoagulant. Et dès qu'on rentrera au bateau ce soir, donc on va séparer les cellules du sang et le plasma. Le plasma nous permet d'avoir une idée de l'alimentation à très court terme. Les cellules du sang, les cellules rouges, permettent d'avoir une idée de l'alimentation à un peu plus long terme. Avec les précautions et les instruments d'usage en chirurgie, vient alors le moment d'inciser l'abdomen du requin pour y glisser l'émetteur acoustique. La pose de 2 points de suture avec du fil biodégradable constitue la dernière étape avant que le requin ne retrouve sa liberté. Tout le temps de l'opération, le semi-rigide fait lentement route pour permettre l'oxygénation du requin par le déplacement d'eau dans ses branchies. L'œil bien fixe, hein. On va pas partir tout de suite. Le soin et la rapidité apportés à toutes ces étapes doivent permettre au requin de retrouver le large avec un minimum de stress. Au suivant! Au total, dans le cadre de ce projet APEX, sur les différents espaces étudiés en mer de Corail, 200 requins gris de récif et quelques requins pointe blanche seront ainsi équipés d'un émetteur acoustique. Pour tenter d'expliquer la disparition dans des proportions aussi importantes, à hauteur de 90%, des requins de récif dans les zones habitées de Nouvelle-Calédonie, 3 hypothèses sont envisagées. La première, ce sont des hypothèses liées à l'alimentation. On pense que dans des zones où la présence humaine est forte, les animaux vont avoir beaucoup moins à manger et ils ne pourront pas accéder à leur source de nourriture préférée. Et des animaux qui mangent mal, qui se nourrissent mal, sont des animaux faibles. Et on sait que la nature est sans pitié et qu'un animal faible va être susceptible de tomber malade, etc. Donc c'est une première possibilité. La seconde hypothèse est plutôt liée au comportement. Que se passe-t-il lorsque nous avons des animaux tels que les requins qui chassent pour attraper leur proie et qu'il y a des bateaux qui passent au-dessus? Que se passe-t-il quand ils veulent se reproduire et qu'il y a des baigneurs, qu'il y a des plaisanciers, des pêcheurs autour d'eux? Peut-être qu'ils ne peuvent plus se reproduire, peut-être qu'ils ratent leur coup de chasse pour se nourrir. Donc c'est une hypothèse là liée au comportement, donc on va aussi étudier le comportement pour comprendre la disparition des requins. Et la troisième hypothèse, c'est plutôt lié à du braconnage, peut-être qu'il y a du braconnage insoupçonné, et même peut-être une pêche au requin très conique ou très ancienne aurait pu faire disparaître ces animaux parce qu'on sait qu'ils sont des animaux très fragiles en fait. Quand je prends un requin gris de récif, par exemple, il faut savoir qu'il va devoir attendre l'âge de 10 ans pour commencer à se reproduire, qu'il va se reproduire que tous les 2 ans, au minimum, et qu'il fera entre 1 et 5 petits. Ça veut dire que ça va être très lent à se reconstruire si une population de requins est abîmée. Donc on ne peut pas exclure que des pêches très anciennes ont éliminé les requins des zones où il y a des habitants, des hommes, et qu'aujourd'hui on est juste face à un constat de quelque chose d'historique. Bon, la disparition des requins nous inquiète beaucoup parce qu'il faut comprendre que dans un écosystème, toutes les espèces sont liées parce que chacune va jouer une fonction. Le requin est au sommet de la pyramide alimentaire, donc il va structurer l'ensemble par le haut. En schématisant, on peut avoir des requins qui vont se nourrir sur des prédateurs de plus petite taille qu'eux, qu'on appelle mésoprédateurs. Ces mésoprédateurs, eux, vont se nourrir plutôt sur des poissons herbivores. Les herbivores se nourrissent sur les algues
et les algues sont en compétition avec le corail. Si bien que si on retire les requins de l'écosystème, et pour l'instant ils sont retirés, 90% c'est énorme, eh bien les mésoprédateurs, les prédateurs de taille moyenne, vont être surabondants et vont se nourrir beaucoup trop sur les herbivores, lesquels ne seront plus capables d'assurer le contrôle, le broutage des algues. Et les algues vont gagner la compétition face au corail. Si bien que par effet cascade, la disparition des requins peut se traduire par de la mortalité du corail, qui soutient l'ensemble de l'écosystème corallien. Donc la disparition de ces animaux, au-delà de l'aspect éthique, de l'aspect emblématique de ces espèces, nous inquiète vraiment parce que c'est l'écosystème dans son ensemble qui est en danger. La mise en place d'un réseau acoustique pour suivre les déplacements de ces animaux va permettre de mieux connaître leur écologie et par la suite d'améliorer leur préservation. Donc dans le projet APEX, nous faisons un gros effort sur la mise en place d'un réseau de surveillance acoustique parce que l'information sur le déplacement des animaux est extrêmement importante, notamment pour la gestion. Des questions très simples auxquelles on souhaite répondre, c'est par exemple, dans un archipel comme la Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça serait efficace de protéger un petit atoll, comme l'atoll de Mérite dans l'archipel, dans la série d'atolls d'Entrecasteaux? Si les animaux sont inféodés, sont sédentaires sur ce petit atoll, alors ça a du sens de protéger que cet atoll. Par contre, si les animaux bougent énormément entre les atolls, voire entre les atolls de la Grande Terre Nouvelle-Calédonie, là ça n'a plus de sens. Donc déterminer les meilleures mesures de protection et notamment la taille des aires marines protégées est directement liée au déplacement des animaux. Et c'est là qu'intervient le réseau de surveillance acoustique. Jour après jour, les plongées se succèdent. Une routine s'installe, tout comme une certaine adaptation physique au milieu, permettant ainsi aux plongeurs d'être de plus en plus efficaces. Lors de cette mission, les scientifiques ont l'occasion de revenir sur un récif seulement 4 mois après la mise en place des premiers récepteurs et émetteurs. En quelque sorte, c'est l'heure de vérité, une vérité terrain. La technologie utilisée est-elle bien adaptée à leur questionnement? Les récepteurs ont-ils fonctionné correctement? Sont-ils bien placés sur le passage des requins? Les requins équipés d'émetteurs sont-ils revenus sur les lieux de leur capture? Chercher, c'est expérimenter, avec le risque de ne pas trouver. De plus, en mer, toutes les interventions sont rendues bien plus difficiles et bien plus coûteuses qu'à terre. Voilà, c'est bon. Donc je laisse 2 ou 3 secondes. Et là, allez, la détection. Une détection. 24 juillet, c'est le test. Mais le 24 juillet. Zéro détection. Sur celui-ci. Bon. Bon, bah. Tu vois, les gars, je les ai pas testés. En même temps, ça m'a pas convaincu le site. Il y avait des patates un peu partout comme ça. Pour la détection, c'est la détectabilité. Ok, tu peux venir vers nous, on est prêt. Ok, on arrive. C'est ça? Ouais, c'est bon. Allez, je te mets la communication Bluetooth.
4285 4000. détections. C'est pas possible. Attends, Ah, t'as mis un tag là, on a sentinelle. pêché 5 requins, ils ont fait 4000 pings. T'as mis un tag sentinelle? Ah non, t'as pas 4000. Ah voilà. Voilà, ouais, voilà. On retrouve encore la femelle, là, la petite Ah non, il femelle. est pas mort hein, parce que sinon ça serait. Non, mais ils sont tous là. Voilà. Ils sont tous là. Ils restent là. Et ils tournent. 1, 2. Et au milieu du système méritait vraiment Ouais, entre Huon et Surprise. Et du coup, Kilo. on a peut-être Voilà, tout ça le fait trafic. vite, ouais. du- On a En 4000 plus de pings ça, sur on cette a station. 3 requins résidents. On a 4000 pings sur cette station. Génial. 4 Génial. requins qu'on retrouve 4000 entre... pings sur entre cette les station en Oula. 4 mois. Ah non, 7000. 7 4000 détections. Vous êtes prêts? Allez 1, 2, On regarde la lumière. 3. Dès que c'est 6. Oh là là, 39 700 000 détections. Combien? 39 000. 40 000 détections. 39 000. on va voir. 40, c'est beau. 40 000 présences de requins On va voir. et 600 000 séries de sonars donc, qui va sur l'appareil. C'est énorme. Et bing, bing, il est reparti. Bing. Allez, Waouh, la vache. il va partir quand il va arriver au bateau. Ah, il est marqué. Il a un tag. Il a un tag. C'est un gros albi avec un tag. On a vu le tag bleu là. Donne-moi la ligne. Donne-moi la ligne. Donne-moi la ligne. Donne-moi la ligne. Voilà, c'est bon. Regarde, lis le tag. Lis le tag. Tag A105, A015. Putain, mais c'est un récent ça. Non, c'est la première mission. Ah ouais. Mission A015. Ok. Ok, bah, allez, je vais le Regarde tenir. la On va le cicatrisation. tourner. Ouais, on va J'ai le besoin de tourner toi vers nous. pour le relacher. On va le tourner vers nous. On va avoir besoin de la pince jaune. Ok, je vous la passe. Ok, Un gros mâle. c'est bon. La cicatrisation est parfaite. Tu vois. Le système immunitaire des requins, réputé excellent, Super, parfait. associé aux soins apportés lors de l'implantation de l'émetteur, est confirmé par l'état de la cicatrisation sur l'abdomen de ce beau requin à pointe blanche de récif. Allez, on est partir. A015, c'est un des premiers requins tagués. C'est vrai, c'est vrai. Donc il va falloir qu'on mette des hameçons un petit peu plus gros là. Pour les alliés. Les 16 pour les albis, c'est un petit peu limite. Allez, action, c'est l'heure de manger. Donc en Nouvelle-Calédonie, on a la chance d'avoir des sites vraiment d'exception, très bien préservés, ce qui est à l'heure actuelle extrêmement rare à l'échelle mondiale, puisque les populations de requins et les habitats coralliens se dégradent. Ici, on a la chance d'avoir un site de référence qui va nous permettre de mieux comprendre de quelle manière fonctionnent les populations de requins et quels sont les rôles et l'importance de ces animaux dans les écosystèmes coralliens. Et ce réseau, une fois qu'il est en place, il peut être utilisé pour autre chose que des requins. Il peut être utilisé par des animaux qui vont être tagués dans d'autres pays, par exemple en Australie, qui est de l'autre côté de la mer de corail. Et là, on est en train de créer une zone protégée mer de corail, mais qui est internationale entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Et on peut parfaitement avoir, par exemple, des grands requins, des grands pélagiques qui vont se déplacer sur des grandes distances. On peut également avoir des tortues qui peuvent être taguées avec ce système. On peut avoir en fait des tas d'animaux, il existe des tags de différentes dimensions. Et ce réseau, une fois qu'il est maintenu, va pouvoir permettre d'étudier le déplacement d'une quantité d'animaux. Et c'est vraiment une information qui est cruciale pour déterminer la taille des zones protégées. La science apporte, avec les technologies d'aujourd'hui, de nouvelles connaissances sur l'écologie de ces espèces et sur la nécessité de permettre leur protection à une échelle aussi vaste que le territoire dans lequel ils se déplacent pour se nourrir, pour se reproduire, pour vivre, tout simplement. On vient de voir un film de Jean-Michel Boré inédit sur NCTV, Des requins et des hommes. Jean-Michel, ce sont de superbes images, à la fois belles et impressionnantes. Un documentaire avec des requins en guise de stars, c'est pas compliqué à tourner? Comme tous les documentaires où il y a de l'animalier,
C'est à la fois le lieu qui compte, c'est-à-dire la facilité d'approcher de ces espèces animales. Et pour ça, les atolls d'Entrecasteaux sont fantastiques, aussi bien en diversité qu'en quantité. Et puis aussi le temps qu'on y passe. Et j'ai eu l'occasion d'y aller à 2 reprises pendant 2 semaines. Et c'est le cumul de ces plongées, plusieurs par jour, qui permet à chaque fois de ramener quelques secondes intéressantes qui vont permettre d'illustrer un documentaire de ce type. Alors dites-moi, combien de temps ça vous a pris pour tourner ce documentaire? Les images que l'on voit dans ce documentaire proviennent de 3 campagnes à la mer, sur l'Alice, le bateau de l'IRD, et sur l'Amborella, le bateau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Des campagnes de 2 semaines, aussi bien dans l'atoll d'Entrecasteaux que de l'Astrolabe, que Beautemps-Beaupré. Et lorsque vous êtes sous l'eau pour approcher ces requins, est-ce que vous avez une méthode particulière? J'accompagne, la plongée scientifique s'organise dans des règles bien structurées. Et donc j'accompagne les scientifiques qui font des manipulations pour poser des émetteurs, des récepteurs, les récupérer. Et donc je me mets des fois un peu à l'écart pour avoir des plans plus larges et avoir des plans de comportement de requins par rapport à eux. Mais il n'y a pas de stratégie particulière. Et j'imagine que c'est des heures et des heures passées sous l'eau pour essayer d'avoir une belle image, quelque chose dont vous êtes content, enfin, qui correspond? C'est en effet le cumul de plusieurs missions, de plusieurs plongées par jour, 3 par jour en général, des missions d'une dizaine à une quinzaine de jours. Et après, c'est la chance aussi. Et puis les lieux, il y a des lieux qui sont vraiment plus remarquables que d'autres, où la densité de poissons, où des comportements vont apparaître. Est-ce que vous avez eu peur parfois? Dans les plongées que l'on organise, il n'y a pas de situation qui nous mettent en danger. Ce n'est pas comme lors de feeding où il y a une attractivité avec des appâts, etc. Là, les requins ne sont pas dérangés, pas stimulés par quelque chose qui va les agacer ou les rendre dans un état nerveux. C'est des animaux qui sont quand même plutôt craintifs, non? Ils sont assez de l'homme. Dans les zones pristines, dans les récifs éloignés, ils n'ont pas l'habitude de voir souvent l'homme, donc ils viennent assez proches pour quand même voir ce qui se passe, mais sans pour autant être menaçants. À un moment donné, dans le reportage, on voit un des scientifiques faire une prise de sang sur l'un d'eux lors d'une capture. C'est incroyable comme il reste calme, non? C'est quelque chose de... Un système pour les caler, pour les positionner a été développé, qui permet de faire ces opérations sans risque et le plus rapidement possible. Et alors Jean-Michel, vous êtes cadreur-réalisateur pour l'IRD. Est-ce que vos films ont une vocation scientifique? Mon travail, c'est de faire l'intermédiaire, le médiateur entre l'univers scientifique et le grand public. Je ne suis pas scientifique, j'aime la science, et pour moi, c'est d'essayer de partager avec mes mots, avec le plus grand nombre, ce qui se passe lors d'une mission, lors d'un programme, lors d'une recherche. C'est quelque chose qui me mobilise énormément. Et ces documentaires-là, des reportages de 5 à 45 minutes ou à 52, ont pour vocation d'amener de la connaissance au plus grand nombre. Et ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, que ce soit au Festival de l'image sous-marine, par la journée dédiée à la recherche scientifique le samedi après-midi, que ce soit sur NCTV, par certains de vos magazines, ou que ce soit par le travail que je réalise, c'est qu'il y a une demande de la société d'apprendre, de comprendre. Autant il y a une société de consommation, il y a aussi une société de la connaissance qui évolue par ce qu'elle va apprendre et qui a soif d'apprendre et de comprendre l'univers qui nous entoure. Pour vous, est-ce l'intérêt de vos images scientifiques que de sensibiliser le public aux questions environnementales? La question environnementale est associée à la connaissance, c'est-à-dire on protège ce qu'on connaît, ce qu'on aime. Donc autant dans le cadre du Festival de l'image sous-marine, on voit des photos fantastiques de la biodiversité sous-marine que l'on trouve en Nouvelle-Calédonie. Et ces photos font aussi partager, ou comme les images que je fais de mon mieux de mon côté, font partager avec le plus grand nombre la beauté de cette vie, de cette diversité de la vie qui s'exprime dans le lagon. Et quand on aime, quand on connaît, on respecte et on protège. Tout ça rentre dans la même dynamique. Alors dans votre reportage que l'on vient de voir, comment est-ce que vous avez construit un peu l'écriture de votre sujet? Alors pour moi, l'information scientifique, des fois, c'est complexe, c'est riche, et pour le grand public, comme pour moi,
Ça demande d'être assez clair et distillé avec parcimonie. Dans l'écriture de mes sujets, dans leur construction, j'apporte un certain rythme par une information qui s'adresse à l'intellect, au mental, puis par des moments de plongée sous-marine, accompagnés d'une bande musicale, qui vont permettre au public de contempler, de s'imbiber de la beauté que l'on voit sous les océans. Justement, là, pour le coup, dans ce documentaire, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant? Donc, d'une part, le rôle fondamental des requins dans les écosystèmes, tel que c'est exprimé par les scientifiques, et d'autre part, la dimension humaine, parce que derrière ces scientifiques, qu'ils soient étudiants, chercheurs, doctorants, il y a des êtres, des hommes et des femmes qui cherchent avec beaucoup d'énergie à comprendre comment ça fonctionne. Et en mer et sous l'eau, c'est très difficile. Des fois, c'est 2 semaines de mission pour des résultats assez faibles. Et pourtant, il faut passer par là pour arriver à comprendre les thématiques posées. Donc, dans le documentaire, à un moment, on se rend compte de la difficulté d'acquérir ces données. Le film est rythmé avec de belles séquences sous-marines et aussi une belle nappe musicale. C'est quelque chose d'important pour vous? Pour moi, l'image et le son peuvent nous emmener dans des états de contemplation où un sentiment se dégage. Pour revenir au Festival de l'imagerie marine, la sélection de diaporamas et de photographies qui est présentée au public permet à chacun de ressentir quelque chose. C'est présenté de telle manière que ça interpelle quelque chose en nous. Et ce sentiment, c'est quelque chose de précieux qui est rajouté, sur lequel si on rajoute une information, ça va laisser une trace, une mémoire beaucoup plus importante. Alors justement, Jean-Michel, vous n'êtes pas scientifique, mais quelle est l'importance de ces programmes scientifiques sur l'écologie des requins, pour le coup, et à l'échelle du parc naturel de la mer de Corail? Comme c'est montré dans le film, la connaissance du fonctionnement de ces écosystèmes, de ces différentes espèces, est fondamentale pour pouvoir gérer en conscience des écosystèmes sur lesquels l'homme a un impact. Jean-Michel, merci d'avoir partagé avec nous ce documentaire inédit sur NCTV. Avec plaisir. C'est la fin de cette édition spéciale, mais ce n'est pas la fin de ce festival, qui continue au Rex jusqu'à dimanche. Venez nombreux, croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur NCTV. À bientôt. How do I wake my spirit cold? We always say when our history's told, if only we knew the things we know. There's a question ages old.